Vous regardez Medi 1 TV Afrique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Votre édition d'information c'est maintenant. Voici les titres qui font l'actualité. Aux États-Unis, l'auteur de l'attentat qui a fait 8 morts et une dizaine de blessés à Manhattan, mardi, assume son acte et revendique son appartenance à l'organisation terroriste Daesh. Suite à cette attaque, le président américain Donald Trump a annoncé des durcissements sur le plan de l'immigration. Clôture de la retraite sur la migration en Afrique, c'était hier à Skirat. Elle avait pour objectif d'élaborer avant le prochain sommet de l'Union africaine un agenda africain sur la migration. Et concernant la présidentielle au Libéria, les chefs d'État guinéens et togolais ont eu des entretiens hier dans le cadre d'une médiation avec toutes les parties engagées dans ce scrutin, après la convocation par la Cour suprême du pays de la commission électorale sur des accusations de fraude. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. L'auteur de l'attentat qui a fait 8 morts et une dizaine de blessés à Manhattan mardi a donc revendiqué son appartenance à l'organisation terroriste Daesh et assume par la même occasion son acte. Récit Férouz Ben Taleb. Le suspect ouzbek de 29 ans, immigré aux États-Unis depuis 2010, a été inculpé hier devant le tribunal fédéral. Seyfullo Saipov, hospitalisé après avoir été maîtrisé par un officier de police qui lui a tiré dessus, a avoué aux autorités qu'il avait commencé à planifier l'attaque il y a environ 1 an. Il a été visé par 2 chefs d'accusation, violence et destruction de véhicules et soutien à une organisation terroriste étrangère qu'il expose à la prison à perpétuité. Le procureur de Manhattan, Jun Kim, a même évoqué une procédure qui permettrait de requérir la peine de mort. Just about 24 hours after Saipov's attack, we now have him charged. 24 heures après l'attaque perpétrée par Saipov, nous l'avons accusé de crime fédéral de terrorisme. La plainte déposée le soumet à 2 chefs d'inculpation, soutien à une organisation terroriste étrangère, Daesh, et violence et destruction de véhicules à moteur avec mépris délibéré de la vie humaine qui a entraîné de multiples décès. Les liens du suspect avec Daesh désormais avérés, le président Trump a demandé l'arrêt immédiat du programme d'octroi de visa par loterie dont Saipov aurait bénéficié et a réclamé un contrôle renforcé des étrangers. 16 ans après l'attaque des tours jumelles du World Trade Center, survenue le 11 septembre 2001, la ville de New York a été le théâtre encore une fois d'un attentat meurtrier sur la base du même mode opératoire de Nice ou encore de Stockholm. Un véhicule bélier a foncé sur les passants, faisant 8 morts et 12 blessés dans le quartier de Manhattan. Suite à cette attaque terroriste au véhicule bélier à New York, le président américain a annoncé des durcissements sur le plan de l'immigration. Donald Trump réclame la fin du système d'attribution de la Green Card qui donne le droit de s'installer aux États-Unis. Nous ne voulons pas de loterie qui amène de mauvaises personnes, a-t-il déclaré, puisque l'auteur de l'attentat de New York avait bénéficié de ce système. Le président américain s'en est ensuite pris au démocrate Chuck Schumer, qui avait participé en 1990 à la création de ce programme de loterie censé garantir la diversité de l'immigration vers les États-Unis. Et restons aux États-Unis où 2 hommes ont été tués et une femme blessée hier par des tirs d'armes à feu dans un supermarché dans l'État du Colorado. Cette fusillade intervient 1 mois après celle qui a tué 58 personnes et blessé près de 500 autres à Las Vegas. Les enquêteurs étudient en ce moment les images des caméras de vidéosurveillance et recueillent les témoignages d'autres clients du supermarché pour en savoir plus sur les raisons de cette fusillade. Des membres du gouvernement catalan destitués, les députés qui doivent être entendus dans une enquête pour sédition et rébellion, sont arrivés ce matin au tribunal à Madrid, sans leur chef, Carles Puigdemont, resté à Bruxelles. Parmi les 14 membres du gouvernement destitués cités à comparaître, seuls 5 ont manqué à l'appel, dont le président du gouvernement, Carles Puigdemont, qui depuis la Belgique dénonce un procès politique. Le numéro 2 du gouvernement catalan destitué, Oriol Junqueras, est arrivé le premier à l'audience nationale, suivi de 8 autres ministres entourés de sympathisants qui criaient « Vous n'êtes pas seul » en catalan.
Téhéran et Moscou se sont félicités hier de leur coopération sur la question syrienne à l'occasion d'une visite de Vladimir Poutine dans la capitale iranienne. Qualifiant la Russie de pays ami et de partenaire stratégique de l'Iran, le président iranien Hassan Rouhani a estimé que la coopération de l'Iran et la Russie a eu un grand effet dans la lutte contre le terrorisme en Syrie. La visite de Poutine a également eu un fort contenu économique avec la tenue d'un sommet rapide avec Rouhani et le président azerbaïdjanais, où il était question d'intensifier leur coopération économique, notamment dans le domaine énergétique. Pour plus de précisions au sujet de l'axe Moscou-Téhéran, écoutons les explications de Thierry Coville, chercheur à l'Institut Relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Iran. Il est au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Si on se place sur un petit peu le temps long, bon, c'est une vieille relation qui remonte au 19e siècle. Je pense qu'il y a beaucoup de pragmatisme des deux côtés. Dans un certain nombre de crises, comme la crise du nucléaire, la crise syrienne, les relations avec les États-Unis, ils sont tous les deux du même côté. Il n'empêche, voilà, je pense qu'on n'est pas face à un bloc unitaire. Ils ont chacun leurs objectifs. Sur d'autres sujets comme l'énergie, les exportations, les deux pays sont concurrents pour ce qui concerne par exemple les exportations de gaz naturel vers l'Europe. Les deux pays sont quand même concurrents pour ce qui concerne leur influence dans la région. Ils n'ont pas forcément les mêmes idées sur l'avenir de la Syrie, mais bon, je pense que c'est une relation solide. Les choix stratégiques en termes de politique étrangère que font l'Iran et la Russie, c'est pas des choix comme ça qu'on remet en cause. Donc c'est notamment en Syrie, et ils vont pas en changer comme ça. Après 10 ans de contrôle par le Hamas, c'est hier que l'autorité palestinienne a repris le contrôle des frontières de la bande de Gaza. Il s'agit de la première concrétisation de l'accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah, signé au Caire le 12 octobre. Récit, Salma Saïdi. Engagement tenu. Officiellement et à compter du mercredi, le Hamas n'est plus censé contrôler les entrées dans la bande de Gaza. C'est la garde présidentielle de l'autorité palestinienne qui doit prendre le contrôle des postes frontières. Mercredi matin, le Hamas a démantelé les checkpoints qu'elle avait installés depuis son putsch de juin 2007 et l'autorité palestinienne a aussitôt annulé tous les taxes et droits de passage illégalement instaurés depuis 10 ans par le Hamas pour alimenter son budget. Nous remercions nos frères de la bande de Gaza pour avoir facilité l'opération de l'évacuation. Cela veut dire que la division est finie pour de bon maintenant. Ceci fait partie de nos devoirs. Nous avons rendu l'opération plus facile. Nous avons évacué tous les passagers et nous les avons orientés vers M. Nazmi Abou Sami. D'ailleurs, vous étiez témoin de cette opération. J'espère que ces efforts mèneront à la réconciliation. Ce transfert de contrôle est considéré comme un test sérieux de la réconciliation après maintes échecs pour surmonter 10 ans de dissension. Il est aussi jugé essentiel pour soulager les blocus égyptiens et israéliens et donc atténuer les épreuves subies par Gaza. C'était la clôture hier à Skirat de la retraite sur la migration en Afrique. Elle avait pour objectif d'élaborer avant le prochain sommet de l'Union africaine un agenda africain sur la migration qui se déclinera en feuille de route. La retraite qui a rassemblé les États africains et autres représentants régionaux a permis d'entamer les consultations avec les États et les structures concernées afin de préparer cet agenda. En marge de cette rencontre, le secrétaire général de la communauté des États sahélo-sahariens, Ibrahim Sani Abani, a applaudi à l'occasion le rôle du Maroc comme partenaire actif qui accompagne les États sahélo-sahariens dans leur effort de développement individuel et collectif. Présent également à la cérémonie de clôture de cet important événement, Raymond Placide Ndongbeyo, ministre délégué gabonais aux Affaires étrangères. Je vous propose de l'écouter. Je crois que ce que je dois dire tout simplement, c'est que le phénomène migratoire ou la migration a été souvent vu mais sous un angle négatif. Le migrant, c'est celui qui est dangereux, c'est l'inconnu, c'est celui qui n'est pas bon, en d'autres termes. Mais après ce séminaire, après ces études, cette retraite, j'en ressors là convaincu, et nous tous convaincus, que l'on peut faire mieux avec les migrants. Nous avons profité de l'expérience du Maroc, parce que le Maroc est depuis longtemps lancé dans cette conceptualisation, dans cette étude, dans cette expérimentation de la politique de migration. Elle est très avancée, nous sommes un pays, nous en parlons aussi, nous ne souffrons pas tellement de la migration, mais on sait que le phénomène est mondial, et au sortir d'ici, tout le monde est convaincu que la migration contribue au développement, que le migrant, c'est celui qui vient, qui apporte
son intelligence, qui apporte sa force, qui contribue aussi à la consommation. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, et le président en exercice de la CEDEAO, Faure Gnassingbé, tentent de dénouer la crise politique au Libéria. Selon eux, il est impérieux de faire aboutir le processus de l'élection présidentielle dans la paix et la quiétude. Ils ont eu des entretiens hier dans le cadre d'une médiation avec toutes les parties engagées dans ce scrutin. Ces consultations interviennent après la convocation par la Cour suprême du pays de la commission électorale sur des accusations de fraude. Au Gabon maintenant, de nombreuses familles sont allées se recueillir sur les tombes de leurs défunts à l'occasion de la fête de la Toussaint. Hommes, femmes et enfants ont donc effectué le déplacement au cimetière pour rendre hommage aux défunts. Reportage à Libreville d'Ismaël Obiangzé. Des centaines de familles chrétiennes se sont pliées au rituel du nettoyage des tombes de leurs défunts ce jour dédié à tous les saints. C'est une agitation inhabituelle ici au cimetière de Plein Niger à Libreville qui fait eau neuve avec des travaux de ravalement, de réparation de caveaux si nécessaire. Et va se parer de plus belles couleurs de fleurs. L'entretien des sépultures a-t-il cependant un lien avec les croyances judéo-chrétiennes? Chacun y va de son interprétation. On va dire un tout petit peu les deux, parce qu'il y a aussi quand même quelque part nos us et coutumes que nous joignons à nos croyances religieuses. Donc il y a derrière tout cela l'envie de commémorer avec tous ceux qui nous ont précédés. Quoi qu'il en soit, les Gabonais ont un rapport particulier avec les morts et la douleur de la séparation de l'être aimé fait de cette visite des lieux un moment chargé d'émotions. C'est le jour où on se remémore le passage de nos parents, nos amis, nos frères sur terre. Il existe dans les Écritures que le 1er novembre, c'est la fête des défunts. Il est célébré dans les églises, dans nos familles aussi, et la grande retrouvaille se fait au cimetière. Selon les évangélistes, les premiers chrétiens célébraient les martyrs morts pour la cause de l'Église. Ils sollicitaient leur intercession et voulaient ressembler à ces héros éveilleurs de conscience. Le top départ de la 5e édition du Tour international des motos a été donné à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pendant 16 jours, 90 participants venus de 11 pays vont parcourir 6000 km à moto. C'est la première fois que ce rallye de solidarité se déroule en dehors des frontières marocaines. L'initiative est à mettre à l'actif du Club Royal des motos de Rabat qui vise la promotion du Maroc sur le continent à travers les pays qui seront traversés lors de cette 5e édition. Il s'agit de la Côte d'Ivoire comme point de départ, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Écoutons à présent l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. C'est une très belle initiative qui met en lumière l'attachement du Maroc à ses frères et ses sœurs africains. Et aujourd'hui, je rends un vibrant hommage à tous les participants et aux organisateurs de ce grand raid qui va montrer encore une fois notre possibilité, notre lien indéfectible avec notre continent, l'Afrique. Ce raid se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et ce raid, encore une fois, vient illustrer avec brio les racines africaines du Maroc. Et aujourd'hui, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui vont traverser 6000 km en Afrique vont mettre en exergue la relation entre les deux peuples du Maroc et les peuples de tous les pays qui vont être traversés. Alors, nos objectifs du club en général, c'est le social. On a fait une action sociale ici à Abidjan avec la Première Dame, en partenariat avec Children of Africa. On a donné 4000 cartables avec tous les outils scolaires, cahiers, stylos et 500 tablettes pour les meilleurs élèves de la Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce journal. Retrouvons ensuite l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle, reviendra juste après.